Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Connexion Primordiale en balade avec Paul. On va changer complètement de sujet, de manière de faire, puisque on a passé je ne sais pas combien une trentaine de séances à étudier, une trentaine d'épisodes à étudier les différents réflexes. J'ai décidé de travailler sur d'autres thématiques. J'ai plusieurs idées en tête. Et une des idées, c'est de un peu prolonger ou explorer plutôt la philosophie. Alors j'ai envie de dire, la philosophie de l'IMP, c'est peut-être un peu abusé, c'est la philosophie qui est la mienne. Et qui peut parfois transparaître dans l'IMP. Alors pourquoi cette philosophie ? Pourquoi avoir une philosophie ? Je pense que toute approche a une philosophie. Alors, consciemment ou pas, il y a des valeurs qui transparaissent dans chaque approche, consciemment ou pas. Je pense que c'est plus dangereux quand c'est pas conscient, parce que les gens ne sont pas forcément conscients des valeurs qu'ils cherchent à passer. Je vais donner un exemple, peut-être qui va vous sembler caricatural, et peut-être que je vais perdre beaucoup de monde à dire ça, mais la méditation pleine conscience. Entendons-nous bien, je suis à fond pour la méditation pleine conscience, j'ai déjà dit plein de fois, j'ai pratiqué de nombreuses années la méditation pleine conscience, je trouve que c'est une très bonne chose. Bon, malheureusement ça ne m'apporte pas à moi les bienfaits, mais peut-être parce que je me suis mal pris, etc. En revanche, j'ai beaucoup plus apprécié dans ma vie, ça m'a beaucoup apporté plus de bienfaits de faire le Qigong. Je pratiquais la gymnastique chinoise, le Qigong c'est une sorte de méditation d'ailleurs, en mouvement. Et là ça me va beaucoup mieux. Ou des exercices respiratoires. Là, pareil, des exercices de respiration, ça me va beaucoup mieux. J'ai besoin d'un support plus concret pour méditer que la juste méditation pleine conscience. Mais c'est certainement parce que mon esprit est trop tordu. Bon, j'ai lu des études comme quoi il y a des gens chez qui ça c'est pas vraiment indiqué, la méditation pleine conscience. Voilà. Alors, bon, peu importe, je dis méditation pleine conscience, j'aurais pu dire de la même manière yoga ou sophrologie ou autre chose. Toutes ces approches, en soi, sont très bonnes et elles véhiculent, à mon avis, des valeurs qui sont très bonnes. Mais parfois, on va proposer ces outils-là dans le cadre de l'entreprise, dans le monde de l'entreprise. Alors on pourrait se dire, c'est une bonne chose, c'est chouette le patron qui veut faire ça. Le patron qui veut introduire dans son entreprise le yoga, le qigong ou la méditation, on se dit, ça c'est un chouette patron. Et c'est une bonne idée de faire ça parce que en entreprise, il y a du burn-out, il y a du stress, les gens sont sous pression. Et c'est là où je dis que le système est perverti. Parce que on pourrait croire que ça part d'une bonne intention. Et en fait, l'idée, c'est de ne pas remettre en question le système. On ne devrait pas en arriver à faire de la méditation, du yoga ou du tai chi en entreprise. Parce que le monde de l'entreprise ne doit pas broyer les humains. Le monde de l'entreprise doit être un lieu d'épanouissement des humains. Et si c'est pas le cas, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Donc si le patron dit on va faire ça pour que les gens aient moins, pour que je perde moins d'argent et que les gens aient moins d'arrêts de travail et de maladies, on garde les gens sous pression, toujours branchés à leur téléphone, on leur envoie, ils travaillent de chez eux, donc ils travaillent à n'importe quelle heure, etc. Ils sont connectés en permanence. Mais on a des pratiques managériales un peu douteuses, mais à côté, on va faire de la méditation, regardez comme je suis un bon patron et tout. Mais la seule motivation ici, c'est toujours plus d'argent pour pouvoir presser plus les gens. Je n'ai pas dit que c'était le cas de toutes les entreprises qui proposaient ce genre de choses. Mais comment on en est arrivé à ce que des entreprises proposent ce genre de choses ? Que je fasse ça dans ma vie quotidienne parce que j'aime, super, et parce que c'est bon pour moi.
Mais attention aux valeurs qu'on cherche à faire passer. On va introduire le yoga en entreprise parce que par ailleurs, on broie les gens dans l'entreprise. L'entreprise doit être un lieu d'épanouissement de l'humain. Et donc si ce n'est pas le cas, c'est que l'entreprise est néfaste. Et voilà. Donc vous voyez, on pourrait croire, ouais génial, regardez tout ce qu'ils proposent de faire en entreprise, mais à la base, les pratiques sont néfastes. Donc la philosophie est importante. Pourquoi tout d'un coup je suis en train de parler de ça, du monde de l'entreprise ou de ses valeurs, ou de ses pratiques? Parce que nous, dans nos cabinets, et ceux qui m'écoutent, je sais qu'en tout cas dans les stages, on a de multiples professions, kinésithérapeutes, psychothérapeutes, orthophonistes, psychomotriciennes, et puis beaucoup de gens qui font des choses comme de la kinésiologie, de la sophrologie, et mille autres choses. On a beaucoup d'ergothérapeutes, on a beaucoup d'orthophonistes, etc. On reçoit des clients, on reçoit des patients, on reçoit des apprenants. Et ces gens, ils sont en souffrance. Et ils sont en souffrance, ils croient, on a tendance à croire, et eux, ils ont tendance à croire parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez eux. Quelqu'un est en souffrance parce que dans le monde de l'entreprise, il est broyé, il fait du burn-out. Il a un problème, il fait un burn-out. Est-ce qu'il y a un problème est-ce que c'est lui qui a un problème parce qu'il fait un burn-out? Ou c'est le monde de l'entreprise qui l'écrabouille et qui fait que, logiquement, il fait un burn-out? Donc est-ce que cette personne a vraiment un problème ou est-ce qu'elle est dans un système qui est problématique? Et nous, c'est important qu'on ait toujours cette vision. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que dès que quelqu'un arrive dans le cabinet, il faut dire un discours du style tout ce qui vous arrive, mes pauvres malheureux clients, c'est pas de votre faute. Il faut changer le système, mettez-vous en grève. C'est pas du tout le discours que je veux tenir là. Il n'y a pas d'histoire de faute, c'est la faute à qui, c'est le monde, c'est la société, c'est là où on vit, c'est moi, Mais c'est très important que la personne se rende compte que... excusez-moi. Ce que je veux dire, c'est que très important, moi en tant que professionnel, que j'ai une vue d'ensemble de où on est et qu'aujourd'hui on est dans une société qui très souvent va mettre les gens en souffrance. Et si je me concentre uniquement sur la personne sans remettre ça dans un contexte, ça n'ira pas. Je veux dire, je donne l'exemple du médecin en théorie qui voit quelqu'un qui a des troubles cardiaques et qui s'occupe que de lui donner des pilules et qui malheureusement ne se transforme pas en coach et ne lui dit pas d'aller voir un coach pour faire de la gym, du sport et changer de mode de vie. Je pense malheureusement au nombre de gens qui ont du diabète de type 2, et j'en connais, on en connaît tous malheureusement, et chez qui on leur donne l'insuline et tous les traitements qui vont bien, mais dont personne ne parle, qu'il faut qu'ils arrêtent, qu'ils peuvent changer leur alimentation pour aller beaucoup mieux, arrêter de manger du sucre et de boire du coca à longueur de journée. Et je connais un grand nombre de gens qui sont diabétiques et qui boivent du coca et dont on n'a pas aidé à changer le mode d'alimentation. Donc c'est scandaleux. Et donc nous, les gens viennent nous voir et il va être important aussi qu'on ait une vision globale des choses. Alors aujourd'hui, j'ai décidé, pour moi, un des plus grands philosophes qui soit, je crois que j'avais écrit ça dans la préface du livre L'animal exubérant, qui est le premier livre qu'on a sorti dans notre maison d'édition, et c'est pas pour rien. C'est un livre de Frank Forensich. Frank Forensich avait été frappé par cette citation, et du coup, il a fallu que je rencontre ce Frank Forensich, que je parle avec lui, et que je l'invite, et qu'on devienne assez proches. Cette citation qui dit danger, consultez votre médecin avant de commencer un programme d'inactivité physique. Voilà, consultez votre médecin avant de commencer un programme d'inactivité physique. L'inactivité est dangereuse pour la santé. Donc aujourd'hui, vous voyez, on a inversé les valeurs. On dit aux gens, oh là là, danger, avant de faire du sport, allez consulter un médecin, on ne sait jamais, c'est dangereux. Alors qu'on sait qu'une des premières causes de mortalité aujourd'hui, c'est la sédentarité. Donc le danger n'est pas d'aller faire du sport, le danger est de ne pas en faire. Donc on a créé un monde complètement à l'envers. Alors, entendons-nous bien, c'est évident, quelqu'un qui est resté sédentaire pendant 30 ans de sa vie et qui voudrait se remettre comme ça au sport
de manière violente, quelqu'un qui est en surpoids, qui a développé un certain nombre de maladies. Évidemment, il va falloir y aller très progressivement, il va falloir y aller mollo, mais tout doit nous inciter à faire plus de sport, plus de mouvement, de bouger plus. Alors Frank Forensich, il a écrit, je pense, une quinzaine de bouquins à ce jour. Et je vais vous lire un passage. On a publié 3 de ces bouquins dans notre maison d'édition, L'animal exubérant, Manuel pour bouger et Paléo Sapiens, un paradigme pour l'avenir. Et j'ai décidé aujourd'hui, dans cette promenade, après cette petite introduction philosophique, de vous lire un passage, un chapitre. Alors, les livres de Frank Forensich, c'est toujours des chapitres de 3-4 pages, donc c'est assez court. Et donc j'ai décidé, ce matin, de vous lire un chapitre du livre Paléo Sapiens de Frank Forensich et qui s'intitule, ce chapitre, Cogito ergo idio. Vous connaissez Cogito ergo sum, je pense donc je suis. Voilà, c'est Cogito ergo idio. Je suppose que ça se traduirait par je pense donc je suis idiot, je ne sais pas. Alors ça commence par une citation de Rumi. Si vous avez un corps, où est l'esprit? Si vous êtes un esprit, qu'est-ce que le corps? Ce n'est pas notre problème. Les deux sont les deux. Selon la légende, le jeune René Descartes aspirait à être un grand philosophe et était déterminé à atteindre la racine ultime de la connaissance humaine. Il a décidé de tout mettre en doute et même aller jusqu'à douter de ses propres sensations physiques. Après tout, il s'est dit qu'il y avait peut-être un démon invisible à l'œuvre qui lui injectait de fausses informations sensorielles dans le cerveau. Et comment le saurait-il? Son cerveau pourrait très bien être en train de flotter dans une cuve de liquide sous l'influence d'un opérateur fou avec un dessein caché. Il n'y avait tout simplement aucun moyen de le savoir. Pour Descartes, la sensation n'était donc pas une source fiable de connaissances. Et comme on ne pouvait pas se fier au corps, il ne restait plus que l'esprit, qui à son tour est devenu le fondement ultime de son identité. Je pense, donc je suis, a-t-il déclaré. Le corps est devenu sans importance, sauf en tant que système de survie pour ses prodigieux exploits cognitifs. L'œuvre de Descartes a eu une profonde influence sur son époque. Et il est finalement devenu un emblème de la civilisation occidentale. Nous avons complètement intégré sa philosophie dans notre culture et nos institutions. Et aujourd'hui, nous honorons l'esprit tout en négligeant le corps. Nous pensons, donc nous sommes. Nous sommes corporels, donc nous ne sommes pas. En effet, Descartes a amputé le corps et les émotions de l'expérience humaine par ce que les médecins pouvaient appeler une correctomie. Dans ce paradigme, le corps n'est guère plus qu'un appareil locomoteur pour la tête. Comme l'a dit Sherlock Holmes, je suis un cerveau, mon cher Watson, et le reste de mon corps n'est qu'un appendice. Mais les peuples indigènes auraient trouvé les idées de Descartes non seulement étranges, mais odieuses. Pourquoi voudrait-on mettre en doute les sensations provenant de son corps? Quel bien pourrait résulter d'un tel exercice? Le corps est notre premier lien avec l'habitat et la survie. Ce serait une folie de douter de ses sensations physiques. Au contraire, le but de la pratique de la chasse est d'aiguiser votre sensibilité et d'apprendre à faire confiance à ce que votre corps vous dit. Dans un cadre paléolithique, Descartes aurait été rapidement ridiculisé par la tribu. Malgré le fait qu'il soit mort depuis plus de 300 ans, Descartes reste donc le plus grand homme au sein de l'université. Nous honorons les étudiants de l'esprit et nous dévalorisons ceux qui étudient la nature corporelle de la vie humaine. Nous acceptons et promouvons un système de caste dépassé basé sur une dichotomie entre l'esprit et le corps qui nous a été transmis il y a des siècles. Un système qui apparaît aujourd'hui de plus en plus archaïque, malsain et même absurde. Malheureusement, le prix à payer pour ce système de valeurs est énorme. En plaçant le corps au bas de notre hiérarchie de valeurs, nous ne devrions pas être surpris de trouver une population sédentaire complètement déconnectée de sa corporéité. Nous ne devrions pas être surpris de constater une épidémie d'apathie physique et de détresse psychologique. L'esprit et le corps veulent être un tout, mais lorsque cela est nié, il ne peut s'en suivre que des problèmes. Pire encore, les valeurs véhiculées par l'université se répercutent en cascade sur tout le reste de notre système éducatif. Les lycées imitent les facultés, les écoles primaires imitent les lycées. Ce faisant, le corps est dévalorisé dans tous les domaines. Si les ressources sont limitées et que quelque chose doit être éliminé, alors l'éducation physique est toujours la première à disparaître. Les résultats scolaires sont essentiels, nous dit-on, mais le corps, lui, est sacrifiable. Ce système de classement
se retrouve dans tout le paysage de la santé et de la médecine. La plupart des épidémies liées à notre mode de vie moderne, maladies cardiaques, diabète, dépression et obésité, sont en partie évitables et pourtant, nous ne prenons pratiquement aucune mesure préventive en amont. Au lieu de cela, nous attendons que les problèmes physiques se transforment en véritables maladies, puis nous confions le problème aux cartésiens médicaux au sommet de la pyramide. Lorsqu'ils réussissent, nous nous félicitons de leurs mesures, mais lorsqu'ils échouent, nous passons le problème par pertes et profits en le considérant comme un problème social insoluble. Tragique ironie du sort, le dualisme cartésien a été solidement réfuté par 100 ans de recherche solide sur les relations entre l'esprit et le corps. Nous savons maintenant sans conteste que l'esprit et le corps sont indivisibles. La conversation entre les tissus corporels et la cognition est complémentaire. L'esprit dirige le corps et le corps dirige l'esprit. Le neuroscientifique Antonio Damasio décrit cette relation intégrée dans son livre « L'erreur de Descartes ». Ouvrez les guillemets. Le cerveau humain et le reste du corps constituent un organisme indissociable intégré par des circuits de régulation biochimique et neuronale mutuellement interactifs, y compris les composants endocriniens, immunitaires et neuro-autonomes. L'organisme interagit avec l'environnement comme un ensemble. L'interaction n'est ni celle du corps seul, ni celle du cerveau seul. Le fonctionnement physiologique, que nous appelons esprit, est dérivé de l'ensemble structurel et fonctionnel plutôt que du cerveau seul. Les phénomènes mentaux ne peuvent être pleinement compris que dans le contexte de l'interaction d'un organisme dans un environnement. Fermez les guillemets. En raison de l'étroite relation entre le corps et l'esprit, il est absurde de placer l'un au-dessus de l'autre. L'esprit et le corps doivent être étudiés et appréciés en proportions égales, comme le yin et le yang. En lieu et place d'un totem plaçant la science pure en haut et l'éducation physique en bas, nous devrions imaginer un cercle avec l'esprit et le corps en conversation intime, l'un avec l'autre. Notre hiérarchie universitaire classique a encore moins de sens maintenant que nous sommes enfin en train de mettre fin au mythe du sportif stupide. Des centaines de recherches ont prouvé sans conteste que les mouvements physiques vigoureux sont bons pour le cerveau et de plus pour l'intelligence. Loin d'être stupides, les personnes qui bougent leur corps s'en sortent mieux face à un large éventail de défis cognitifs. Bref, le mouvement nous rend plus intelligents. Certains continueront bien sûr à s'accrocher aux préjugés sur les sportifs niais, mais ces préjugés s'affaiblissent de jour en jour. Nous savons maintenant que le mouvement physique favorise la neurogénèse, la naissance de nouvelles cellules du cerveau et la synaptogénèse, la croissance des connexions neurales. Le mouvement vigoureux favorise également la production de BDNF, facteur neurotrophique dérivé du cerveau, que certains considèrent comme croissance miracle pour le cerveau. Les mouvements vigoureux réduisent également les effets corrosifs des hormones du stress, ce qui, de plus, préserve la fonction de l'hippocampe, le centre essentiel de mémoire du cerveau. Antidote. En réfléchissant à la longue portée du dualisme cartésien et à ses effets pathologiques sur la santé humaine, on peut se demander à quel point notre monde serait différent si Descartes avait été un athlète, un danseur ou un chasseur-cueilleur. Au lieu de douter de ses sens, il aurait appris à leur faire confiance et à les aiguiser. Son attention se serait portée sur le monde et de plus, ses écrits philosophiques auraient été plus intégrateurs. Il aurait mis l'accent sur la relation et la connexion. Nous pouvons donc nous imaginer en train d'enseigner et d'encadrer le jeune René, de le sortir de son bureau et de l'emmener sur le terrain. Nous lui aurions fait parcourir les sentiers et escalader les montagnes d'Europe. Nous lui apprendrions à développer et à faire confiance à ses capacités sensorielles. Nous lui donnerions beaucoup de mouvements sur plusieurs plans pour stimuler de nouvelles connexions dans son système nerveux. Nous le traînerions en plein air, hors de la bibliothèque, et nous l'aiderions à voir la magie de la corporéité humaine. Il n'est pas inéluctable que Descartes se méfia du corps et choisit de s'identifier à l'esprit. Avec une expérience de vie différente ou un accompagnement créatif, il aurait pu arriver à des conclusions tout à fait différentes. Je ressens, donc je suis. Je danse, donc je suis. Je bouge, donc je suis. Je crée, donc je suis. J'aime, donc je suis. Je suis un être physique, donc je suis. Imaginez à quel point le monde serait différent aujourd'hui. Fin du chapitre.
Cogito ergo idio, extrait du livre Paléo Sapiens de Frank Forensich. Est-ce qu'il est nécessaire véritablement que je commente ce genre de choses quand c'est si bien écrit? Tous les écrits de Frank Forensich sont du même acabit, des chapitres courts qui abordent une thématique comme ça. J'ai juste envie de dire quelques mots pour replacer ça dans un contexte qui est le nôtre. J'ai fait des épisodes où j'ai parlé de l'approche ACT, de la thérapie Acceptance and Commitment Therapy, où on parle de tout un tas de choses, on parle des valeurs en particulier. Et voilà une valeur qui est très importante dans la méthode ACT, c'est pas je pense donc je suis. En thérapie cognitive et comportementale, on dit que nous sommes des machines à penser, on ne peut pas s'arrêter de penser, on pense sans arrêt, on pense même en dormant, ça ne s'arrête jamais. Notre cerveau sécrète de la pensée. Le problème, c'est si on se met à croire tout ce que notre cerveau pense. Ça, c'est une catastrophe. Notre cerveau, il pense des tas de choses fausses sans arrêt. Si moi, je crois tout ce que mon cerveau pense, je suis foutu. Que ce soit au niveau des idées, que ce soit au niveau cognitif, que ce soit au niveau émotionnel, au niveau de mon bien-être. Et donc, c'est pourquoi, dans toutes les approches de ce type-là, et la fameuse méditation pleine conscience, qui existe depuis des milliers d'années, on dit, voilà, on laisse les pensées passer, comme les nuages dans le ciel. Quand on dit que quand on est connecté à son corps, ça change tout. C'est pourquoi l'approche que j'ai créée s'appelle intégration motrice primordiale, de revenir à la motricité initiale. Il y a quelqu'un qui avait écrit et qui avait dit le corps ne ment pas. C'est George Goodhart, un chiropracteur, celui qui a créé Applied Kinesiology. George Goodhart, il a dit le corps ne ment pas. Mais quand il disait ça, il parlait de la posture, il parlait d'observer la posture des gens. Il dit, quand je regarde les gens, je regarde leur corps, je sais, je vois où est la cause de leur douleur. C'est un chiropracteur, donc les gens viennent le voir essentiellement parce qu'ils ont des douleurs. Les gens peuvent me dire ceci, cela, mais moi, je regarde leur corps et je comprends ce qui se passe. Alors il a dit aussi des choses du genre, le corps est confusément simple et simplement confus. Et il voulait dire par là que, attention, les choses ne sont pas simplistes, sont extrêmement complexes. Donc voilà, je vous ai lu cet extrait de livre de Frank Forensich. Moi, j'aime bien avoir ce genre d'idée en tête quand je travaille avec des gens qui vont pas bien, qui s'identifient 100% à leur mental, qui oublient de faire confiance à leur corps et à leurs sensations. Et je vais vous donner juste un exemple que je trouve intéressant pour moi, qui est quelque chose que j'ai lu dans sûrement un livre de thérapie cognitive et comportementale, sûrement dans un livre de la méthode ACT, qui est par rapport au sport. Si je me dis, tiens là, il faut que j'aille faire mon sport, s'il faut que j'aille bouger, il faut que j'aille à la piscine, il faut que j'aille faire mon jogging, et que si je suis juste dans ma tête avec ça, ça me demande un effort. Si j'écoute ma tête, je dis « Oh non, mais là, j'ai des trucs à faire. Oh, mais là, aujourd'hui, il fait trop froid. Oh, mais là, je suis trop fatigué. J'irai demain. » Ça commence à être foutu. Pour des gens comme moi, qui n'ont pas créé une habitude depuis des années de faire régulièrement leur sport. Et donc, on n'arrive pas à s'y mettre parce qu'on a toujours une bonne chose à faire ou une bonne excuse. Si en revanche, on fait confiance à ses sensations en imaginant comment je vais me sentir si je fais cette activité, si je vais courir pendant 3/4 d'heure, si je vais faire ma séance de piscine, si je vais faire mon yoga, comment je vais me sentir dans 1 heure? Et si au contraire je ne le fais pas, comment je vais me sentir dans 1 heure, dans 1 semaine, quand j'aurai fait aucune de mes séances prévues cette semaine, mes 3 séances prévues dans la semaine? Comment je me sentirai dans 1 semaine? Dans mes sensations, dans mon corps? Et là, tout de suite, j'ai la réponse. Je sais que j'ai une dépense énergétique qui va être engagée pour aller faire ma séance de sport, pour aller au cours de yoga, pour aller me jeter dans le grand bain de la piscine. Mais si je fais confiance à mon corps et à ses sensations, je sais quel bien-être je vais en retirer après coup. Et du coup, automatiquement, je me rends compte que la dépense énergétique sur la balance entre bénéfices et inconvénients, est plus en faveur des bénéfices. Mais si je fais confiance à mon mental, le mental lui va dire « Ah non, là tout de suite, il y a des choses à faire. » Si je fais confiance à mon corps et à ses sensations, j'ai plus de chances de m'en sortir. Et
c'est pas étonnant puisque il en a été ainsi pendant des centaines de milliers d'années, où je dois faire confiance à mon corps pour la cueillette, pour la chasse, pour la pêche, pour survivre. L'aspect mental et cognitif, il est très important, mais il doit être au service des mécanismes corporels. Les choses sont apparues dans cet ordre-là. D'abord, le développement du corps, le fait qu'on s'est mis sur nos pattes arrière, le fait qu'on ait libéré les mains. Et pour utiliser ces outils, progressivement, le cerveau a dû se développer. Le cerveau s'est développé, la conscience s'est développée parallèlement aux compétences motrices. Là, aujourd'hui, tous les experts, il n'y a plus personne qui remet en doute cette théorie. C'est parce que Homo sapiens, ou je devrais dire les ancêtres d'Homo sapiens, ont progressivement développé de nouvelles possibilités motrices que parallèlement a dû se développer un cerveau et un système nerveux complexe et des capacités d'anticipation. Il se trouve que nous, comme on a des capacités motrices hors du commun par rapport au reste du règne animal, nous avons développé des compétences cognitives, des compétences d'anticipation hors du commun. Et c'est ce qui fait que nous sommes capables de vivre partout sur la planète. Il y a des gens, les Inuits, qui vivent dans des moins 40 ou moins 60 et qui vont consommer principalement du phoque et de la graisse de phoque une grande partie de l'année. Et puis qui ne vont pas manger ou quasiment pas de plantes. Et puis il y a des gens qui vivent sur des îles où ils vont manger du poisson et des noix de coco. Et puis il y a des gens qui vivent dans des déserts où il fait plus 30 ou plus 40 dans la journée en permanence et qui vont vivre de, je sais pas de quoi on vit, je sais pas, de steak de chameau, je sais pas, je suis désolé, je suis ignare. Bref, il y a des humains qui vivent au sommet des montagnes, il y a des gens qui vivent dans les îles, alors que pour les animaux, on va trouver des animaux qui sont spécialisés pour tel ou tel environnement. L'être humain est capable de s'adapter à toutes les situations. Et ça, c'est grâce à ce corps extraordinaire. Je ne suis pas en train de dire le corps est tout, l'esprit est rien. On ne prend pas les choses à rebours. Hein. C'est pas ce que dit Frank Forensich non plus. On dit c'est une boucle. Mais on est dans une civilisation, dans une société qui glorifie l'esprit et qui ne veut voir le corps que comme un outil de séduction. Voilà. Le corps des femmes, c'est pour séduire les hommes. Le corps des hommes, c'est pour séduire les femmes. Voilà, je dois avoir, moi, en tant qu'homme, les tablettes de chocolat, les gros biceps. Les femmes, elles savent très bien ce qu'elles doivent développer aussi. Les réseaux sociaux n'arrêtent pas de nous le dire. Avant, c'était les couvertures des magazines. Hein. Puis ça a toujours été des histoires de mode. Donc, on a mis en place un système très déséquilibré. Et ça se voit, comme il le dit Franck, à l'université et dans les écoles, dans la manière d'enseigner. Pourquoi tout ce qui est artistique, corporel, vient loin derrière les maths, le français, l'histoire et la géo, qui sont très importants. Je ne suis pas en train de dire le contraire. Mais il n'y a pas de raison que ça prenne le dessus quand on voit que la première cause de mortalité, c'est quand même la sédentarité, le fait qu'on ne bouge pas assez, qu'on ne soit pas assez musclé, qu'on ne soit pas assez endurant, qu'on n'ait plus le goût de l'effort. C'est quand même la première cause de mortalité. Maladie cardiovasculaire, diabète, cancer. Donc, et Alzheimer, bien sûr, et les maladies neurodégénératives, qui sont dues principalement à ça aussi. Donc, pas étonnant dans une société où on méprise le corps, que on meurt de ça. Voilà. Et ça se voit dans tous les degrés de la société. Voilà, je suis en train de dire des choses qui sont beaucoup moins intéressantes que dit Frank Forensich, donc je vais m'arrêter là. J'ai juste besoin de savoir de votre part si ce genre de balade lecture, alors, n'hésitez pas à dire balade, lecture et Paul, tais-toi. Balade, lecture, commentée éventuellement. Oui ou non, ce que tu dis, c'est pas la peine, laisse parler Franck. Franck ou d'autres gens. Donc voilà, est-ce que c'est envisageable pour vous d'avoir des podcasts Connexion Primordiale en balade avec Paul, de lecture, sur des thématiques évidemment que je trouve complémentaires à notre philosophie qu'on a en IMP et aussi la philosophie de notre maison d'édition Ressources Primordiales que je suis content de mettre en valeur, en tout cas aujourd'hui, via ce podcast. Donc dans les commentaires, soit par email, soit sur YouTube, parce que je ne vais pas lire les commentaires sur les autres plateformes de podcast, il y en a trop. Donc je ne regarde que les commentaires sur YouTube. Et sinon, vous nous envoyez un mail, hein, il n'y a aucun souci. imp@reflex.org. Et un S à Reflex. Je vous remercie de m'avoir écouté aujourd'hui. Et puis là, je marche, donc je suis.